Bonsoir à toutes ces personnes qui sont présentes aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi, le 6 mai 2023, jour de la cérémonie de dédicace du livre de M. Amadou Ali Kane, intitulé « La vie, secret et injustice ». Un recueil de nouvelles de 82 pages, paru le vendredi 7 avril 2023 à Dakar. Toute l'équipe de la maison d'édition est honorée par cette prouesse, non moins grandiose de l'auteur, en l'occurrence, M. Amadou Ali Kane. Par conséquent, l'éditeur de l'élite maison d'édition, M. Salif Nyokhor Diop, la directrice du comité de lecture, Mme Djouma Faye, le directeur de la représentation artistique, M. Ali Sila Diop, se disent tous fiers de l'auteur, M. Amadou Ali Kane. De sa reconnaissance, et lui témoignent en cet après-midi mémorable tout leur soutien et de toute leur affection pour des raisons d'empêchement de l'éditeur et de la directrice du comité de lecture, actuellement invité d'honneur dans un festival littéraire, du directeur de la représentation artistique en voyage. Il m'a été délégué, moi, Mme Khadija Sall, auteure et poétesse, la délicate tâche de vous passer le regard convergent sur non plus seulement cette magnifique et splendide œuvre littéraire, La vie, secret et injustice, mais aussi sur son auteur, M. Amadou Ali Kane. Entrer en contact avec ce livre, c'est d'abord un regard qu'on pose sur ses couvertures, ses couleurs, ses dimensions, son volume, son titre, son auteur, son fabricant. Dès le premier regard posé sur ce livre de M. Amadou Ali Kane, La vie, secret et injustice, le livre nous tend la main comme pour nous saluer, nous inviter à l'approche, nous caresser et nous dire qu'il est venu pour que nous puissions apporter de bonnes nouvelles. Avec ses charmes et miroitements mirifiques, ses dimensions idéales, sculptées avec les lames du couteau, nul ne résisterait à la forte attirance de ce livre. Personnalité intrinsèque de son auteur, M. Amadou Ali Kane, et caractère intangible de cette œuvre, maison d'édition sénégalaise, Plume d'ébène. Forte de ces 2 années de jeunesse et de prouesse, encore inégales par ses compatriotes de même génération, nous ne pouvons pas parler de ce livre sans mentionner la plume suave et délicieuse du préfacier, M. Abdourahmane Diène, professeur de lettres modernes, qui dès les premières lignes nous fait découvrir les talents littéraires de son ancien élève que voici, mais aussi la grandeur de cette œuvre qu'est La vie, secret et injustice. À la page 7 de l'œuvre, le professeur écrit, je le cite, « Tel le miroir géant au beau milieu d'une ruelle, ce livre d'Amadou Ali Kane intrigue et fascine de par sa force à vampiriser ses lecteurs, mais surtout de par sa faculté à dire les choses sans les raconter, à ouvrir le dialogue en nous sans les orienter. » Fin de citation. Ce passage décrit à lui seul la dimension de l'ouvrage. Interrogeons le livre. Dès les premières lignes de cette œuvre, le personnage Yankee nous interpelle, qui que nous soyons, critiques littéraires, lecteur ou simple badaud de la littérature. Il est imposant et impressionnant dans sa carrure révolutionnaire et dans cette création littéraire. Dès l'entame, à la première nouvelle intitulée « Persévérance », de la page 9 à la page 19, Yankee et Malé sont 2 étudiants très ambitieux, amis, très proches l'un à l'autre. Ils suivent un parcours identique jusqu'à la licence où ils se séparent. Chacun dans sa spécialisation dans la faculté des lettres et sciences humaines à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Yankee est téméraire. C'est un audacieux qui dirige l'amicale des étudiants de cette université. Il est en même temps le chef de file des différentes grèves et revendications des étudiants. Son camarade et ami, Malé, lui plus taciturne, le suit toujours de près et ne cesse de l'encourager. Après sa licence en philosophie, Yankee, pensionnaire d'une bourse d'études étrangères, rejoint l'université de Montpellier
Par ses idées révolutionnaires et ses positions antiracistes, il fait l'objet d'une émeute raciale au cœur de Paris. Après une interpellation mal jugée à l'encontre de son professeur dans un cours de philosophie, cette émeute est en vérité le début d'une notoriété qui lui vaut même un poste de chef de département de la société civile internationale. Au début des Nations Unies, à New York, il continue ses luttes et sa passion intime, celle de vivre l'équité entre les peuples. Dans la deuxième nouvelle, intitulée Amour interdit, c'est de la page 21 à la page 31, Aïcha, une jeune lycéenne en classe de terminale et éprise de son professeur de français, Monsieur Sow, un homme très élégant. Tout se passe à travers des regards, de petits sourires, une attention particulière de l'élève envers son professeur. Durant les passionnants cours de français, une note de l'élève envoyée à l'enseignant en classe et une réponse presque automatique du professeur qui accepte, bravant l'interdit. Voilà le début d'une relation amoureuse à risque. Justement, au cours d'une sortie dans un restaurant de la ville de Dakar, une camarade de classe, Daïcha, se déguise et prend des photos, à l'insu du couple qui se projette déjà au mariage. Le jour suivant, les photos sont partagées dans les réseaux sociaux. Et voilà le jet d'une déchirure morale et psychologique de la fille qui s'enferme et refuse d'aller à l'école. C'est alors que le professeur fait encore preuve d'auteur en reconnaissant sa propre responsabilité dans cette affaire et en remontant le moral de la jeune fille qu'il épouse. En fin de compte, et l'élève, tant amoureuse, devient l'épouse du professeur tant adulé. Dans la troisième nouvelle intitulée Qui sème le vent récolte la tempête, de la page 33 à la page 45, la jeune fille Hapsatou est orpheline de 2 parents dès le bas âge. Elle abandonne les études très tôt pour s'occuper des travaux ménagers et de la cuisine, alors que ses sœurs aînées continuent à étudier et à faire la sieste et la grasse matinée. Quand elle se dégire, la tante de Hapsatou, Fatmata, qui devait protéger Hapsatou, l'orpheline, comme sa fille biologique, préfère la maltraiter et la ridiculiser devant ses autres enfants. Le sort fit qu'une de ses filles, de Fatmata, Mignel, tomba enceinte d'un artiste Ndiaga dont elle est follement éprise. Depuis ce jour, la marâtre ne dort plus. Emprisonnée par son ego, les rumeurs et les jugements de la rue empêchent la malade de vivre en toute quiétude, surtout quand sa fille préférée déambule son jeune dans le quartier avec sa grossesse avancée. Hapsatou, l'orpheline, tombe elle aussi amoureuse du frère de son ami intime. Il se marie le jour de l'accouchement de Mignel, qui regrette amèrement son libertinage avec sa star. Dans la cinquième nouvelle intitulée Les silences nuisibles, c'est de la page 47 à la page 53. Gorgui est un policier doué dans sa profession d'enquêteur. Il se fait vite un nom dans la police et échelle très loin. Son travail est un véritable sacerdoce pour lui. Consciencieux, il ne ménage aucun effort pour servir la justice de son pays. Un jour, il va avec son escadron réprimer un saccage d'étudiants. Après les revendications insatisfaites de paiement de bourse d'études, ce jour-là, tout est violent. Du côté des étudiants comme du côté des policiers, il y a après le face-à-face musclé entre ces deux camps, des blessés du côté des policiers et un mort et des blessés du côté des étudiants. Après le rapport du chef d'escadron, Gorgui, qui se trouve qu'il est mentionné dans ce rapport qu'une balle réelle venant des policiers a tué l'étudiant, ce rapport met fin à toute carrière de Gorgui. Sa hiérarchie n'a pas du tout toléré son impartialité. Après des menaces de ses supérieurs, une lettre administrative fit notifier sa radiation de la police. Cette mesure est d'ailleurs la moins pire par rapport à ce qui l'attendait dans l'œuvre. Il devient clair ici que la mort tragique de l'étudiant Balla Gaye à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est encore très loin de s'effacer de la mémoire collective des gens, puisqu'il y a des rassemblements criants entre la narration purement fictive et la réalité. Mais ne l'oublions jamais, toute fiction s'appuie sur la réalité.
Dans la 5e nouvelle intitulée Entre désespoir et espoir, c'est de la page 55 à la page 67. Hamadi, orphelin et jeune diplômé en droit des affaires, se retrouve chômeur durant une période de recherche de stage et d'emploi. Il multiplie ses initiatives jusqu'au jour où la banque l'appelle pour un stage de 3 mois. Avant même la fin du stage, la pandémie du Covid fait éruption dans le monde et impose ses mesures coercitives sur le plan humain comme sur le plan économique. À toutes les entreprises et à leurs employés, les taux de chômage grimpent. Des employés se retrouvent licenciés par milliers, sans même parler des stagiaires. Les dures périodes de galère recommencent encore avec le confinement forcé, état d'urgence national décrété. Hamadi doit soutenir dans ce contexte difficile son oncle et sa tante, ne pouvant rien faire pour eux. Il se sent brisé moralement et psychologiquement devant son oncle et tuteur qui lui vient en aide à chaque fin du mois. Après ce cauchemar, il est de nouveau appelé par la banque et employé comme agent des contentieux. Heureux, il n'a plus rien à envier alors à personne, sinon que de s'occuper de son oncle et de sa tante jusqu'à leur disparition, ce qui lui fait avec beaucoup de responsabilité. Dans la 6e et dernière nouvelle intitulée Déracinement, c'est de la page 67 à la page 74. Stéphane, un jeune Français, et Koudi, une Sénégalaise, se sont rencontrés à l'Université de Paris. Ils sont tous les deux étudiants, ils finissent par s'aimer et se fréquenter. Tous les deux totalement coupés de leurs parents et proches, s'unissent dans un mariage dicté par le jeu d'intérêt du côté de la femme et le désir inassouvi d'un libertin du côté de l'homme. Ce mariage devient une bombe de retardement pour la femme, issue du milieu tout couleur au Sénégal, avec un conservateur inouï des valeurs culturelles. Cette nouvelle de mariage, vue à travers les réseaux sociaux par un cousin de la femme, mit la famille de Koudi sans issue, sans dessus. Son oncle pique une crise cardiaque et son père succombe après une courte attaque d'un AVC. Face au mur de la réalité, Koudi, la belle tout couleur, finit par divorcer et rejoindre son Fouta natal, ce qui est déjà tard. Dans cette histoire, les dés sont déjà jetés depuis le début. La femme n'a pas le droit de choisir son époux. Triste fiction, triste réalité, toujours vivante dans certaines contrées en Afrique. Enfin, le comité de lecteurs de la maison d'édition Plume d'Ébène a bien eu raison d'écrire dans la 4e de couverture du livre, en dernier paragraphe, je le cite, « Il devient évident que l'auteur a bien affûté sa plume pour se mettre aussi bien à l'aise avec des histoires aussi passionnantes qu'instructives. Ce texte n'est pourtant qu'un premier jet d'encre d'Amadou Ali Kane qui souffle à merveille. Avec cet ouvrage, un bel espoir dans les belles lettres sénégalaises. » Fin de citation. En dernier mot, le directeur de la maison d'édition Plume d'Ébène, avec toute son équipe, vous, monsieur Amadou Ali Kane, félicite vivement et tiennent tous de tout cœur à vous remercier grandement pour votre confiance, votre amour du travail bien fait, votre discipline et votre état d'esprit toujours innovateur et persévérant. Mesdames et messieurs, ici présents, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à tous les invités. Il y a ma belle famille aussi qui est là. Merci d'être présent. Ma bien-aimée, ma chérie. Donc voilà, elle est là. Voilà, il y a mes belles-sœurs, il y a mon petit prince, voilà, il y a ma tante qui est là, donc il y a ma cousine et toute ma famille, quoi. Vraiment, merci mes amis, merci de votre présence. J'ai vraiment un cœur ému d'avoir quand même vu vraiment toute cette assistance venir vraiment me soutenir à cette soirée quand même inoubliable pour moi, qui marque mon histoire dans la vie littéraire. Donc je vais juste appuyer Madame Sall, la représentante de la maison d'édition. Donc sans la maison d'édition, l'auteur n'est presque rien en fait. Parce que l'auteur, il a ce qu'on appelle les idées, il s'inspire, il écrit, et ce qu'il a, c'est le manuscrit. Et pour que le manuscrit soit réalisé en une forme de livre, donc il faut qu'il y ait une maison d'édition. Donc sans la maison d'édition, c'est comme un être humain sans l'âme, quoi. Donc sans la maison d'édition, l'auteur n'est presque rien. Donc merci d'être présent, Madame Sall. Et vous avez fait quand même presque le résumé de l'œuvre, hein.
Donc, je vais juste revenir un peu sur les thématiques et l'importance et l'impact sociaux de l'œuvre. Avant tout, pour le premier thème, c'est un hommage que j'ai rendu à mon oncle décédé en mars 2021. Donc, paix à son âme, Thierno Kane. Il fut un combattant de la société civile internationale, vraiment quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pour les Nations Unies, de très humble. Si vous aviez la chance de le voir un jour, vous n'avez pas dit que c'est quelqu'un qui a fait les Nations Unies, tellement de son humilité. Donc c'était un hommage, mais c'était pas de parler de sa propre histoire, parce que l'auteur, quand il s'inspire, donc c'est une nouvelle. Donc je me suis inspiré de sa carrière, en fait, de son parcours, d'après mes recherches, donc pour essayer quand même d'écrire quelque chose qui va ressembler un peu à sa carrière. Donc quand vous lisez La Persévérance, vous allez croire que je parle de l'histoire réelle de l'auteur. C'est pas l'histoire réelle comment dirais-je, à la personne que je rends hommage, mon oncle décédé en mars 2021, mais ça ressemble un peu de sa carrière et de sa personnalité et de son parcours. Donc c'est pour cela que j'ai choisi le thème de la persévérance. Et la persévérance veut tout dire, parce que sans la persévérance, on ne peut pas atteindre là où on veut arriver dans la vie. Et machallah, il était parti de rien avec des obstacles de la vie. Il était avec un ami malais. J'ai pris le nom malais pour qu'au moins que les gens qui vont lire, en fait, ceux qui sont proches de l'auteur, ils seront là quand en lisant, à lui, il est en train de rendre hommage à son oncle, et à son âme, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis céleste. Et dans cette partie, j'ai choisi la persévérance pour parler en fait d'un parcours universitaire jusqu'aux Nations Unies. Vous voyez, d'un parcours universitaire jusqu'aux Nations Unies. Et j'ai parlé aussi un peu d'histoire des étudiants. Quand je parle un peu d'histoire des étudiants, j'ai eu à fréquenter l'université. Je vous dis, j'ai fait 4 difficiles années à l'université Cheikh Anta Diop Dakar. J'ai fait 2 ans de droit. Première année, j'ai repris. Et quand j'avais repris ma première année, j'ai eu la chance de réussir et d'aller faire les sciences politiques en 2e année. Et quand je devrais reprendre la 2e année en sciences politiques, c'était pour 1 point. Et là, c'était tombé à l'année où ma maman était décédée. Donc psychologiquement, il y avait beaucoup de choses que j'avais accumulées. Mais c'était facile pour moi de me décourager pour laisser tomber les études. Mais c'est la persévérance qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je suis arrivé. Je me suis dit, bon, ce n'est pas le moment de se décourager étant très jeune. Donc il faut que je voie un autre chemin, que j'emprunte un autre chemin de réussite. Je suis allé faire les formations professionnelles en droit des affaires. J'ai eu la chance d'avoir des stages partout et jusqu'à décrocher un boulot d'assistant administratif dans une agence de voyage. En même temps, avec mon parcours de juriste, ma carrière, mes connaissances juridiques, j'ai un programme dénommé Assistance juridique digitale dont l'objectif est de former les entrepreneurs et les commerçants. Juste pour vous dire en fait que la persévérance, c'est sans la persévérance, donc qu'on soit en fait dans n'importe quelle en fait, branche sociale, qu'on soit dans n'importe quelle couche sociale, qu'on soit étudiant, qu'on soit entrepreneur, sans la persévérance, on ne peut pas réussir. Donc, Yankee, vous avez vu, si vous avez la chance de lire ce livre, vous verrez que Yankee était en fait syndicaliste en fait, à l'université. Il dirigeait un amical universitaire, donc avec son ami malais. Il a eu la chance, après sa licence en philosophie, il faisait de la philosophie. Donc, dans le livre, il faisait de la philosophie. Voilà. Il a eu la chance, après sa licence, de faire le master. Après le master, d'aller continuer ses études à l'étranger. Et à l'étranger, avec ses camarades universitaires blancs, c'était un peu difficile avec ce que Yankee incarnait comme quelqu'un qui lutte contre les injustices, comme quelqu'un de révolutionnaire, quelqu'un qui n'aime pas les injustices, d'avoir le même comportement ou bien la même envie que ses camarades en fait, universitaires qui étaient des blancs. Donc il y avait un peu le conflit entre les blancs et les noirs à l'université de Montpellier.
Donc, et à travers même cette scène-là, le conflit qui existait entre les Blancs de l'Université Montpellier et les Noirs de l'Université Montpellier, ce conflit qui existait a créé une opportunité. Et cette opportunité a permis Yankee de décrocher un poste consultant international aux Nations Unies. Vous voyez, donc il est parti des conditions difficiles à l'université, donc pour devenir un fonctionnaire des Nations Unies. Et étant à l'université, s'il n'était pas persévérant, il ne deviendrait pas fonctionnaire des Nations Unies. Donc vous voyez en fait l'importance de la persévérance. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont lâché, c'est parce qu'ils n'ont pas en fait eu cette culture de persévérance-là. Donc la culture de persévérance, ce n'est rien d'autre de savoir surmonter les obstacles de la vie. Quels que soient les obstacles, il faut savoir les surmonter. Parce que si on n'a pas la capacité de surmonter les obstacles de la vie, on ne peut pas être persévérant. D'où l'importance de ce thème. Donc, si les impacts sociaux, donc l'importance de la persévérance dans la vie. Donc, sans la persévérance, on ne peut pas devenir ce qu'on veut devenir, en fait, dans la vie. Donc, pour pouvoir réaliser ses rêves, il faut être persévérant. Au niveau du deuxième thème, amour interdit. Quand je parle d'amour interdit, je retrace un peu l'histoire entre l'enseignant et l'élève. Donc, j'ai été élève, c'est pas, au collège, au lycée, je voyais en fait des fois, il y avait ce complexe d'amour qui existait entre l'enseignant et l'élève. Et là, au niveau de l'amour interdit, il y a Aïcha qui aimait son professeur, qui tombait amoureuse de son professeur. Et il y avait un peu complexe, c'est un peu complexe parce que l'enseignant, l'élève qui tombe amoureuse de son professeur, on peut dire que c'est quelque chose en fait qui relève de l'impossible ou bien qui relève d'un certain en fait d'une anomalie, je peux dire, quoi. Voilà, parce que c'est ce que la société juge en fait que l'élève doit rester élève. L'enseignant doit rester enseignant en tant que... Mais vous savez, le destin, c'est le destin. Aïcha est tombée amoureuse de son professeur de français, voilà, qui venait tout le temps en classe, voilà, et bien sapé, pantalon, chemise correcte. Et cette histoire a créé vraiment un nouveau phénomène. Donc, ce nouveau phénomène aujourd'hui, c'est ce que nous vivons nous tous, les réseaux sociaux. Ils vivaient en cachette de leur amour et il y avait l'ami de Aïcha à côté qui essayait de chambouler tout, de bazarder tout. Un jour, à leur sortie au restaurant, les deux sont piégés par Aïcha, par une amie, une camarade de classe d'Aïcha. Et c'est ce qui a fait chambouler tout, c'est ce qui a fait un peu rendu leur amour un peu perturbateur. Parce que l'amie qu'Aïcha avait cru que c'était véritablement une amie, alors qu'elle n'est pas véritablement une amie, c'est quelqu'un qui essaie de jouer le jeu, mais elle n'était pas véritablement une amie. Donc, c'est ce qui a fait que leur amour était un peu perturbateur entre le professeur et l'élève. Et il fit piéger sur les réseaux sociaux. Donc il y avait l'ami qui essayait de les espionner, et elle a fini par réussir cet espionnage en postant leurs photos de sortie au restaurant sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a l'aspect aussi des nouvelles technologies, excusez-moi. L'aspect des nouvelles technologies. Donc avec les réseaux sociaux, vous voyez l'impact qu'a les réseaux sociaux sur notre vie sociale, que ce soit la vie d'amour, que ce soit n'importe quelle vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a la cybercriminalité, il y a tout. Donc, je vous parle un peu de l'histoire des réseaux sociaux dans cette partie amour interdit, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut créer un compte Facebook, un faux compte, et il peut vous espionner. Il peut prendre vos photos, publier ça partout. Un peu l'impact des réseaux sociaux dans la vie sociale. Donc ça, dans cette partie-là, je parle ça, et surtout dans la partie d'amour en fait. Voilà, pour la deuxième partie, amour interdit. Et l'autre partie qui sème le vent, récolte la tempête, même si nous ne l'avons pas vécu, nous l'avons entendu quelque part.
C'est l'histoire d'une orpheline, donc Hafsatou, qui a perdu sa maman, qui a perdu son père, donc qui vivait avec sa tante. Mais sa tante qui l'a maltraitée, en fait, qui l'a maltraitée, qui ne la considérait pas comme étant une fille biologique. Donc voilà, elle vivait difficilement, vraiment socialement dans la maison. Et les autres filles de sa tante étaient dans l'autre vie, vous savez, dans le banditisme, voilà, dans la délinquance juvénile. Et c'est Hafsatou qui finissait par réussir. Et les autres finissaient en fait dans l'échec, en fait, finissaient dans une vie vraiment amère. Donc c'est juste pour montrer, parce que le titre c'est La vie, secret et injustice. Donc en lisant, vous saurez parmi les thèmes, que les thèmes qui parlent de secret de la vie, tels que la persévérance, comment en fait à partir de rien, on peut surmonter les obstacles de la vie jusqu'à devenir quelqu'un. Donc la persévérance est un secret de la vie. Donc là, au niveau du deuxième thème, je parle un peu d'injustice dans l'amour interdit. Et au niveau du troisième thème qui sème devant les côtes de la tempête, l'orpheline Hafsatou qui a perdu ses parents, mais qui est maltraitée par sa tante dans la maison et qui vivait difficilement, mais c'est elle qui finissait par réussir en fait. Donc voilà, et là aussi, il y a l'injustice aussi d'autre part. Et il y a le silence nuisible. Je reviens un peu, c'est pour cela que cette œuvre, et je crois que tous les étudiants doivent l'acheter. Parce que j'ai beaucoup parlé de l'université Cheikh Anta Diop Dakar, de la relation entre étudiants et policiers. Au niveau des silences nuisibles, je parle de l'histoire de Gorgui, qui était un policier qui sortait de l'école nationale de la police. Et une fois sorti, vraiment c'était quelqu'un qui prônait tout ce qui est déontologie, tout ce qui est moral. Donc c'est quelqu'un vraiment qui prônait tout ça, toutes ces valeurs-là. Et il avait juré de ne pas en fait trahir ce qu'il avait en fait comme moralité en fait. Donc ce qu'il avait acquis durant sa formation à la police. Et une fois sorti, donc il était déjà recruté dans la fonction publique. Il était à la direction de la police. Donc il était affecté dans la région de Thiès. C'est là où il servait comme dans la sécurité, au niveau de la sécurité publique. Tellement il excellait dans la fonction policière, l'État l'a permis d'échelonner vite en fait. Et une fois, il y avait eu une grève entre policiers et étudiants. Et il y avait eu un meurtre donc venant des policiers. Les policiers avaient tué un étudiant. Lui, Gorgui, il avait fait un rapport que l'étudiant tué est tué par un policier, mais il a été détourné en fait par le directeur de la police pour changer le rapport, pour modifier le rapport, pour dire en fait que c'est l'étudiant même qui a tué son camarade étudiant. Et après le refus de Gorgui de modifier le rapport, il fit radier de la fonction publique, donc injustement, parce qu'il voulait en fait respecter ces valeurs morales qu'il avait acquises durant sa formation de la police. Donc, juste pour vous dire, avec la relation de la police et des étudiants, donc des fois, on peut croire que, par exemple, que les policiers, tous les policiers sont les mêmes. Alors que des fois, c'est comme si les policiers, on les détournait. Des fois, vous savez, le système un peu d'État que l'État a, c'est comme si les policiers, des fois, on les détournait de leurs valeurs. Il y avait un certain lobbying derrière, donc un lobby au niveau de l'État qui poussait en fait aux policiers de se comporter autrement envers les étudiants. Voilà, c'est un peu ça, silence nuisible. Je parle un peu de rapport entre la police et les étudiants. Donc ce rapport-là, donc en lisant, vous allez comprendre que des fois il y a des injustices qui ne viennent pas de la volonté du policier réellement, mais des fois c'est comme si l'État qui faisait la pression sur la police, à la police pour changer en fait, pour changer ou bien bouleverser les situations quoi. Donc c'est dans cette partie-là, en grosso modo, c'est ce que je veux parler dans cette partie. Et pour le 5e chapitre, entre désespoir et espoir, je reviens toujours, comme j'étais étudiant, je reviens toujours avec l'histoire de Hamidou. Hamidou qui était carrément désespéré de sa vie. Il était diplômé de master en droit des affaires. Et après son diplôme en droit des affaires, lui aussi, il était orphelin.
Donc, il n'y avait que son oncle retraité, étant enseignant qui était en retraite à ses côtés, des fois qui l'épaulait. Hamidou vivait dans des conditions difficiles après son master. Après son master, il restait en chômage. Donc là où il déposait, il ne parvenait pas à décocher ni un stage. Il dépose partout, partout. Et là, Hamidou pouvait faire comme aujourd'hui beaucoup d'étudiants le font. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est de déposer leur CV et de dire non, il y a la barre, quoi. Donc je reste à l'écoute. Peut-être un jour, on va m'appeler pour venir pour travailler. Hamidou déposait partout ses CV dans les grandes firmes, dans les grandes entreprises, mais sans aucun retour. Sans aucun retour. Et il continuait à déposer. Il se levait chaque matin. Il allait prier à la mosquée à 6 h du matin. Il allait prier à la mosquée. À son retour, au lieu de dormir, de dormir jusqu'à midi, 13 h, comme font beaucoup de jeunes aujourd'hui, il se dit non, moi je ne dois pas lâcher les bras. Donc je ne dois pas baisser les bras. Ce que je dois faire, c'est d'aller continuer à déposer. Il part chaque jour après la prière du matin, déposer ses CV dans les grandes entreprises et continuer le chemin pour aller à la bibliothèque pour lire des œuvres. Donc pour gagner du temps, parce qu'en lisant, non seulement il se ressource, mais en lisant, il apprend beaucoup. Voilà, en lisant, il apprend beaucoup. Et ça a permis Hamidou de ne pas baisser les bras, de continuer à déposer partout ses CV, mais aussi de faire ce qu'on appelle des travaux de maçonnerie, quelque part, pour gagner 3 000 francs par jour, qui lui permet, par exemple, de gérer sa journée, de payer son petit déjeuner. Et il continuait. Et un jour, il fut appelé par une banque, donc pour avoir un stage. C'est comme ça qu'il a fait jusqu'à décocher un boulot un jour, un boulot de ses rêves, c'est-à-dire devenir juriste bancaire. C'est comme ça qu'il est devenu un juriste bancaire. Donc là, dans cette partie-là, c'est juste pour rappeler à l'étudiant qui se décourage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants, ils ont ce qu'on appelle le neurochômage. Le neurochômage, c'est quoi? C'est se dire non, c'est difficile, c'est l'État, c'est Macky Sall, donc on ne peut pas avoir un boulot, quoi. Si on n'a pas de bras longs, donc on reste là, on croise les bras. Et là, c'est juste pour lancer un message à tous les étudiants. Dans cette partie-là, je lance un message donc à tous les étudiants de ne jamais baisser les bras, de savoir en fait qu'on peut déposer son CV, mais aller faire autre chose. Autre chose, c'est-à-dire on peut pas dire qu'on a les diplômes, donc je vais forcément avoir un travail par rapport à mon diplôme. Faire autre chose, entreprendre, faire autre chose. Donc c'est ce message-là que je veux lancer dans cette partie-là, quand je parle entre désespoir et espoir. Et Hamidou, qui était à l'état où il était désespéré, il finit par embrasser l'espoir et gagner le job qu'il voulait. Et ça, c'est grâce à la persévérance aussi. Et aussi, c'est grâce à l'esprit, à un état d'esprit en fait, qui lui permettait de décrocher son boulot enfin. Donc dans cette partie-là, c'est ce que je veux lancer comme message. Et à la dernière partie, le déracinement, aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger pour étudier, des jeunes filles. Donc ils partent à l'étranger, des jeunes filles, elles partent à l'étranger pour étudier, pour continuer leurs études là-bas. Et après, elles deviennent vraiment carrément des Françaises, quoi. Voilà, elles se disent, voilà, je suis maintenant en France, je m'en fiche maintenant de ma culture, de ce que j'avais acquis comme culture, comme savoir et comme comportement. Et elles essayent d'embrasser un peu la culture française par le matérialisme. Voilà, si vous voyez dans cette partie-là de déracinement, il y a la jeune fille Koudi, qui était mariée avec un blanc, parce que c'est le matériel qui l'intéressait en fait, de ce blanc-là. Mais avant de se marier avec le blanc, elle vivait en concubinage avec le blanc. Donc elle avait carrément bouleversé sa vie sociale en fait, sa vie culturelle, sa vie traditionnelle. Elle avait changé de vie. Donc elle avait changé de vie pour elle. Donc la nouvelle vie, c'est la vie à la toubab, quoi. C'est la vie à la française, quoi. Donc c'est ce qui a fait un peu dans cette partie-là pour lancer un message aujourd'hui que beaucoup de jeunes filles qui partent à l'étranger pour étudier, une fois fini leurs études, si elles n'ont pas la chance de décrocher des boulots par rapport au diplôme
qu'elles ont obtenu, de revenir chez eux, de revenir au Sénégal, de revenir au pays natal, chercher un travail ici, au lieu de vivre une vie à la française jusqu'à que l'indésirable vienne. Donc, en grosso modo, c'est ce que j'ai lancé comme message dans ce livre-là. Donc, l'impact social, c'est quoi? C'est pour lancer un message à ceux qui liront ce livre-là, donc à la population sénégalaise, à la population africaine, au monde, pour dire la vie sans les secrets, on ne peut pas réussir dans la vie. Et les secrets, c'est dans la vie qu'on va l'apprendre. Les secrets, c'est dans la vie qu'on va l'apprendre. C'est au fur et à mesure, en s'approchant de ceux qui ont vécu des choses qu'on n'a pas vécues, qu'on va apprendre la vie. Donc voilà. Et c'est en vivant aussi c'est en vivant des fois certaines difficultés qu'on apprend à vivre mieux. Donc c'est ça les secrets de la vie. Et les injustices de la vie, c'est pour lancer des messages qu'il y a des gens, en fait, toujours dans cette vie-là, qui préfèrent prendre comme pion, comme injustice, quoi, prendre comme quelque chose qu'il faut toujours continuer à faire, c'est des injustices, quoi. Et donc c'est juste pour lancer des messages, et ça a un impact social un peu dans ce que nous vivons aujourd'hui, et surtout avec les réalités sociales. Et je vous en remercie. Ça a été très long, mais c'est le désir en fait d'expliquer l'œuvre. C'est ce qui m'a permis de prendre tout ce temps-là pour vous l'expliquer. Et merci beaucoup en tout cas. Tout d'abord, je salue M. Aboundiaï. Si je savais qu'il était là, je n'aurais dû pas venir. Hein, parce que pour dire vrai, j'étais à la ville de Dakar pour les conclusions du Joseph sur l'économie sociale et solidaire. Mais comme Amadou Ali est un ami, j'ai laissé là-bas les travaux pour venir ici. Je salue M. Amadou Ali, Kane. Je salue aussi le modérateur, M. Bokoum, M. Mbou, et l'ensemble, mon frère aussi Massar et aussi Madame. Je salue toute l'assistance. C'est un plaisir et un honneur pour moi personnellement. D'abord en tant que maire, j'expliquerai pourquoi, et aussi en tant qu'ami de Amadou Ali. Nous avons tenu à lui donner cette salle gracieusement. C'est la salle de la délibération de la mairie de Jachlem. D'abord, c'est un fils de Jachlem, et aussi, il partage ses connaissances pour que tous les Hlemois et tous les Dakarois et tous les Sénégalais puissent en bénéficier. C'est aussi un réel plaisir et aussi une fierté. Parce que disons qu'Ali, Amadou Ali qui a eu à présenter ce livre, La vie, secret et injustice, et Hlemois. Si les Hlemois, ça veut dire qu'ici au HLM, nous avons des fils qui ont de la hauteur. Et jusqu'à produire, chose que je n'ai jamais faite. Merci encore, je n'ai jamais assisté à une cérémonie de dédicace de livres. C'est la première fois. Allez, encore merci. Ça prouve le niveau des Hlemois. Allez, vous êtes une fierté des Hlemois et nous en sommes très, très, très contents. Il vient de partager d'une manière générale sa vision du livre. Ceci constitue pour tout un chacun d'entre nous, je le pense très sincèrement, des idées et aussi un sens instructif qu'il donne à chacun de nous. Pour preuve, il a parlé de choses qui me rappellent personnellement beaucoup de choses, à savoir être persévérant. C'est la clé de réussite d'une personne. Si je suis aujourd'hui maire, j'en veux pour mot à ce qu'il vient de partager. Être persévérant. Parce que peut-être beaucoup ne nous connaissent pas. Il y a mon ami Lamine qui est là. Nous avons été candidats depuis 2009 pour les élections municipales. Nous avons toujours perdu. En 2014, nous avons toujours perdu. C'est la persévérance qui est faite, et par la chance aussi, et l'appui de Dieu surtout, que nous soyons aujourd'hui maires. Allez, pour ça, merci beaucoup de le partager à tous les Sénégalais. Il a aussi parlé de choses très importantes. Je ne vais pas revenir sur tout, hein,
mais j'en ai appris et c'est vraiment bien. Nous, conseil municipal, nous allons essayer de voir dans une large mesure comment partager ce livre-là aux HLMois pour qu'ils puissent en profiter pour leur bien, hein, et aussi pour le bien, par exemple, de la génération future. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est très clair. Ça commence par exemple là où madame, elle a bien cité madame. Dès à présent, le fait de citer madame, ça veut dire que leurs enfants qui seront nés seront par exemple dans une bonne ambiance. Il est en train de semer indirectement la bonne graine. S'il n'avait pas ce respect-là pour madame, je le suis tout comme toi, hein. S'il n'avait pas ce respect de départ là, il n'en serait pas arrivé là. À juste titre, il n'en serait pas arrivé là. Parce que ce qu'il va semer aujourd'hui, de sa relation avec madame que va naître ces graines demain, qui seront là à produire et à devenir peut-être le prochain maire des HLM. Donc globalement, il y a d'autres thèmes aussi qu'il va partager et que vraiment, dès à présent, je veux dire à Ali, soyez rassurés, nous maires, je dis à mon nom et à nom du bureau municipal, nous allons nous inspirer de ce livre-là et tout faire pour la partager au niveau des HLM. C'est ça que nous avons à dire et à vous encore vous remercier. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de la production. Et de la production, ce n'est pas du tout facile. Le chemin que vous avez emprunté peut être difficile, mais c'est sûr, et j'y crois, vous allez réussir, Inch'Allah. Nous prions pour que vraiment ce livre-là que vous avez produit, c'est la première, c'est le premier. Donc que ça soit juste le début vraiment d'une production littéraire que nous serons vraiment fiers de toujours de présider. Merci à vous tous et je vous souhaite à ceux qui n'habitent pas à HLM un bon retour. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tout d'abord les parents d'Ali. Ali, je ne connais pas tes parents, mais le fruit que vous récoltez aujourd'hui, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, Ali, je le connais, on l'a connu il y a 5 ans de cela, par l'intermédiaire ou bien au niveau de notre parti. Donc, je peux vous assurer que c'est un garçon travailleur, sérieux, persévérant, comme il l'a écrit dans le livre. Je ne saurais pas terminer sans remercier ta dame, parce que l'adage dit que derrière tout homme, il y a une bonne femme, mais moi je dis que derrière, à côté, il ne faut pas mettre les femmes derrière, n'est-ce pas? À côté de chaque homme, il y a une très bonne femme. Donc, madame, je vous remercie. Très bien. Et nous prions que vous, que vous n'ayez pas une coépouse. Hein? Amen. Voilà. Donc, je tenais à remercier tes parents pour l'éducation qu'ils vous ont inculquée. Tes amis qui sont là présents, tes voisins et tes amis de parti, représentés par Massar, ici présent, et Madame Sonko, et Mariam, derrière, Mariam Sarr. Donc, moi, je ne suis pas un très grand lecteur, mais vous nous avez éblouis, surtout avec Madame Sall, la représentante de la maison d'édition. Je ne suis pas un très grand lecteur, mais dès qu'elle a fait un résumé, un comeback sur le livre, j'ai tout compris que c'est un livre qui alliait tristesse, échec, réussite. Il n'y a pas de sujet tabou, quoi. Et j'ai envie de vous demander, votre ami, comment dirais-je, Yankee,
Mais Yankee, j'ai comme l'impression que c'est votre oncle. Il a le même parcours. Sinon, c'est votre oncle. C'est mon oncle. C'est ton oncle. Oui, il est persévérant et vous avez suivi ses pas. Il vous a beaucoup émerveillé. Hein, et vraiment, je vous félicite. Et nous prions quand même d'autres livres, Inch'Allah, soient édités prochainement. En tout cas, vous avez notre félicitation, les félicitations de PASTEF, des Patriotes des HLM, par la voix de M. Magasouba, absent. Je suis son coordonnateur et tous les coordonnateurs sont là, ici présents. Donc, je vous remercie. Au terme de cette grande cérémonie, je tiens à vous remercier tous. Donc, je ne peux pas citer les noms de tout le monde. Ce serait vraiment... on va prendre beaucoup de temps parce que vraiment remercier toute cette assistance de m'avoir soutenu et de m'avoir accompagné pour cette nouvelle vie. Donc, je tiens à vous remercier. Mais quand même, je vais en citer quelques noms parce que c'est des gens qui sont proches de moi. À ma tante Mariam Dem qui vient de sortir tout à l'heure, vraiment, c'est une femme exceptionnelle pour moi, au-delà même de la parenté qui nous lie. Donc, il y a, au-delà même de cette parenté, elle a une humanité. Vous savez, l'humanité, c'est ce qui est vraiment cher de la personne. C'est ce qui, en fait, que la personne a besoin, l'humanité. Sans l'humanité, l'homme n'est rien du tout. Donc, parce que c'est cette humanité qui permet à te lier avec des gens. Donc, je tiens vraiment à remercier ma tante Mariam Dem. Voilà, et à mon cousin qui vient de sortir, accompagné d'elle, c'est mon cousin Abdou Salam. C'est le fils de Yankee dont j'ai rendu hommage dans la première partie du livre. Je tiens à les remercier. Je tiens à remercier ma famille ici présente, ma cousine Amiel, vraiment d'avoir pris tout son temps pour venir assister à cette cérémonie. Amiel Aïssatou Chérif Aïdara. Donc je tiens à remercier aussi ma belle famille. Donc elles sont toutes derrière. Voilà, c'est grâce à elles que j'ai cette nymphe. Donc voilà, merci aussi à ma cousine là-bas, donc à mes belles-sœurs, hein, à mon ami Abala Diop, un ami très cher à moi, qui a pris tout son temps, donc qui a lâché toutes ses activités pour venir m'assister. C'est quelqu'un, quand vous le voyez là-bas, vous allez croire que c'est quelqu'un qui fait juste le café, mais il est diplômé en relations internationales et en sciences politiques. Mais sa passion, c'est du café. Donc, il est en train d'accompagner dans son projet donc, beaucoup de jeunes pour les aider à entreprendre dans le milieu industriel du café. Si vous voulez, même avant de sortir, vous pouvez prendre son numéro. C'est quelqu'un de très humble. Il accompagne les jeunes qui ont en fait cette passion de développer l'industrie du café à entreprendre dans le domaine du café. Donc, il a eu à faire beaucoup de formations internationales dans le domaine industriel du café. Donc, vraiment, je tiens à le remercier. Et donc, je ne peux pas citer tout le monde, mais quand même mes amis. Donc, je disais ma deuxième famille aux HMC Les Diola. Donc, il y a Mohamed Sen, mon ami. Il y a Moustapha. Donc, il y avait M. Goudjabi. Donc, il y a l'équipe municipale aussi. Vraiment, merci beaucoup. Merci à Moussa, toujours qui m'accompagne. Merci à M. Li là-bas. Donc, merci à tout le monde. Merci à M. le modérateur qui a pris tout son temps, qui a resté toutes ses activités. Il est de l'ENA. Mais il a resté toutes ses activités pour venir assister. Et merci à tout le monde. Vraiment, je ne peux pas citer les noms de tout le monde. Voilà. Mais surtout la maison d'édition à Madame Sall, Adija Sall, qui venait de Mbou, donc pour venir assister à la cérémonie. Vraiment, merci. Sans la maison d'édition, je disais que l'auteur n'est presque rien. Parce que l'auteur, il a un manuscrit. Mais pour que ce manuscrit soit vraiment produit en une forme de livre, il faut une maison d'édition. Vraiment, merci à Madame Sall aussi d'être là. Et donc, merci à tout le monde et je vous en remercie.